Bonjour, je suis Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public, spécialiste de droit constitutionnel à l'Université de Lille et membre de l'Institut universitaire de France. Je vais vous parler des mesures d'urgence sanitaire, des libertés publiques et de l'acceptabilité sociale au cours de la période de crise sanitaire et d'état d'urgence sanitaire que nous traversons maintenant depuis un an. En effet, une crise sanitaire a démarré il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant et elle a été quelque peu contagieuse pour la démocratie. Il faut retenir que la gestion d'une crise impose évidemment d'agir rapidement, mais notre Constitution, qui est notre norme commune, notre socle commun, interdit d'agir n'importe comment. C'est le fondement même de notre démocratie, permettre l'action, même rapide, mais dans le cadre et les limites juridiques et constitutionnelles qui s'imposent à elle. Il existe principalement deux formes et deux façons de gouverner. Gouverner par la crainte et la contrainte, ou gouverner par l'adhésion et la confiance. Et on va voir que le gouvernement, au cours de la gestion de cette crise sanitaire, a oscillé entre ces deux modes de gouvernement, le second étant bien évidemment préférable pour susciter l'adhésion de la population et l'acceptabilité sociale. Faisons une brève rétrospective et retraçons la chronologie de cette crise pour voir comment elle a été gérée et surtout comment est-ce qu'elle a engendré une crise dans sa propre gestion. Le 12 mars 2020, première allocution du président de la République qui annonce la fermeture des écoles, tout en maintenant néanmoins le premier tour des élections municipales qui doit se tenir le dimanche suivant, le 15 mars. Le samedi soir, le 14 mars, c'est le Premier ministre qui prend la parole pour annoncer la fermeture de tous les commerces, à l'exception des commerces de première nécessité, en maintenant néanmoins, encore une fois, le premier tour des élections municipales, le 15 mars, c'est-à-dire le dimanche le lendemain. Le lundi soir, le président de la République prend à nouveau la parole pour annoncer cette fois-ci qu'il va y avoir un confinement généralisé de toute la population française qui débutera le lendemain, 17 mars, pour courir jusqu'au 11 mai, soit pendant presque 2 mois, 7 semaines. Pendant ce confinement et au tout début de cette phase, va être votée la loi d'urgence du 23 mars 2020, qui sera le fondement, d'une part, du régime d'état d'urgence sanitaire, qui va permettre au gouvernement, au Premier ministre, de restreindre nos libertés publiques, et qui va également acter le report du second tour des élections municipales, qui se déroulera le 28 juin 2020. Par la suite, nous allons sortir de l'état d'urgence, mais en réalité pour mieux y rester, car la loi de sortie du 9 juillet 2020, qui va déployer ses effets à compter du 11 juillet, va prolonger le régime d'exception que nous avons connu avant que l'état d'urgence ne soit rétabli une seconde fois, le 17 octobre 2020, pour être encore en vigueur aujourd'hui, donner lieu à un nouveau confinement, allégé cette fois-ci, et ensuite donner lieu à des mesures de couvre-feu à 20h d'abord, à 18h ensuite, pendant que la campagne de vaccination débutait le 27 décembre. Pendant toute cette période, nos libertés ont été contraintes. Il y a eu un état d'urgence en continu. Les restrictions à ces libertés ont été multiples. Elles ont été multiples au niveau des restrictions et multiples au niveau des libertés concernées. La liberté d'entreprendre, d'abord, a été restreinte avec la fermeture de commerces, de musées, de lieux de culture, théâtre, cinéma, la fermeture même de lieux de plein air, comme les stations de ski, qui n'ont pas pu ouvrir au cours de cette saison, et il est vraisemblable qu'elles n'ouvrent pas. La liberté d'aller et venir ensuite, qui a également été particulièrement restreinte, avec le confinement généralisé qui s'est imposé à toute la population française, à l'exception de ce droit de sortie pendant 1 heure, en ne dépassant pas la limite d'1 kilomètre. Puis un confinement allégé, des mesures de couvre-feu à 20h, à 18h, actuellement en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République. La protection des données personnelles a également été égratignée. Elle a été restreinte avec des transmissions de données de santé pour faire des dépistages et permettre à l'assurance maladie de retrouver les malades et les cas contacts. Et la mise en œuvre de cette application Stop Covid, qui est devenue Tous Anti-Covid et qui doit permettre plus facilement, qui aurait dû permettre plus facilement de retrouver les cas contacts, sauf qu'il y a eu une certaine réticence de la population à la télécharger, si bien qu'elle n'a pas déployé tous les effets escomptés.
Toutes ces mesures ont été élaborées, pensées au cours de réunions du Conseil de défense, une institution normalement prévue pour la défense militaire, la défense et la sécurité intérieure. Là, elle a été destinée à la défense sanitaire, la défense immunitaire, un outil donc qui n'est pas tout à fait approprié et qui n'est pas là pour susciter cette confiance de la population et cette acceptabilité sociale que nous recherchons. Les décisions, en outre, sont celles du gouvernement, celles du Premier ministre et du ministre de la Santé, ne sont pas donc délibérées par la représentation nationale, par le Parlement, Assemblée nationale ou Sénat. Et par conséquent, ce sont des décisions qui sont imposées, elles ne sont pas concertées, il n'y a pas de concertation, notamment au niveau local. On se souvient qu'au mois de septembre 2020, des maires, notamment à Marseille, avaient tiré la sonnette d'alarme en rappelant qu'ils connaissaient bien le terrain et qu'il serait utile de les associer à la prise de décision publique et de mettre en œuvre une forme de débat démocratique. Les élections également ont été contraintes avec cette déconnexion des 2 tours des élections municipales, faisant d'une élection à 2 tours 2 élections à 1 tour. Le report du second tour a été acté par la loi du 23 mars 2020, donnant lieu à cette déconnexion des 2 tours d'un seul et même scrutin qui est censé s'inscrire dans un même instant politique. Cette déconnexion a été jugée conforme à la Constitution, mais de façon tout à fait exceptionnelle en raison de la crise sanitaire et de l'impossibilité d'organiser ainsi une élection municipale conforme aux exigences constitutionnelles. Elle a néanmoins porté atteinte à ce que l'on appelle la sincérité du scrutin et au bon déroulement d'une élection politique. Elle a donné lieu à une abstention massive, plus de 20 points de plus que lors des élections précédentes et notamment en 2014, portant atteinte évidemment à la légitimité des élus. Les élus qui étaient en poste pendant la crise sanitaire, puisqu'ils ont le second tour a été reporté, et donc les maires qui briguaient un nouveau mandat ont parfois donné lieu à de la surenchère. On se souvient du port du masque imposé alors qu'il n'y avait pas de stock, de l'interdiction de cracher par terre, de l'interdiction de s'asseoir sur un banc, voire à Béziers le retrait des bancs publics pour empêcher que les gens ne stationnent. Tout cela se faisait au détriment de nos libertés. Les institutions également ont été contraintes. Elles ont été au bord de l'asphyxie, ne peinant à fonctionner avec l'introduction de jauges au Parlement. À l'Assemblée nationale, on ne pouvait être plus de 10 dans l'hémicycle. Au Sénat, cela pouvait monter à 30. Il y a 577 députés, 348 sénateurs. On voit que ainsi la démocratie ne peut pas fonctionner, ne pouvait pas fonctionner avec de telles jauges. Le contrôle politique a donc été diminué et malmené, procédant généralement par visio. Il est évidemment un contrôle totalement différent lorsque l'on interroge un ministre par voie de visio et non pas quand on l'a en face de soi. Le contrôle juridictionnel a également été tronqué avec le double rôle du Conseil d'État. La crise sanitaire a été gérée principalement par ordonnance. Or, le Conseil d'État doit donner un avis sur les ordonnances avant qu'elles soient prises. Et c'est lui qui est saisi ensuite d'un recours contre l'ordonnance une fois qu'elle a été élaborée. Et donc, il a un peu là une double casquette. Il est juge et partie, même si ce ne sont pas les mêmes personnes qui siègent dans les deux formations. Il y a une atteinte à l'indépendance de la justice et le Conseil d'État d'ailleurs sur une ordonnance particulière qui avait prorogé de plein droit la détention provisoire, avait rejeté le recours sans même l'examiner, alors que plus tard le Conseil constitutionnel qui s'en est saisi a pu le censurer. On a donc néanmoins retrouvé des contre-pouvoirs au fil de la crise, au fil que l'on s'est habitué à vivre avec le virus, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui ont pu mettre en place des commissions d'enquête, qui ont donné lieu à des rapports soulignant, dénonçant même la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement, soulignant l'impréparation des pouvoirs publics pour gérer une telle crise, et le Conseil constitutionnel également, qui a joué pleinement ou quasi pleinement son rôle en veillant sur nos libertés publiques, en étant l'ultime rempart aux atteintes à nos libertés publiques. L'adhésion est donc recherchée par le gouvernement. Cependant, on va voir que les Français et leur confiance dans le gouvernement connaît une courbe relativement descendante. Au début du confinement, au début de la crise, mi-mars, on voit que la confiance était assez élevée pour gérer la crise. Le gouvernement agissait par la crainte, par la contrainte. On avait peur face au virus. On a imposé une mesure drastique de confinement général qui a été relativement acceptée, mais assez vite, cette confiance s'est étiolée pour
s'abaisser, passer sous la barre des 50%, et on voit qu'elle commence à remonter au moment où on annonce une libération, où on annonce le plan de déconfinement, et au moment où les Français sont libérés, où on passe le 11 mai, date de la fin du confinement, cette courbe remonte, et c'est au moment où l'on en revient à des mesures contraignantes, à des mesures imposées, non concertées, notamment à la fin de l'été 2020, que cette courbe tend justement à baisser à nouveau, repassant sous la barre des 50%. Au moment où on passe à la deuxième phase du confinement, le confinement étant allégé, on peut comprendre qu'il y ait une meilleure confiance des Français envers le gouvernement, ne se retrouvant pas dans les mêmes contraintes que la première phase, mais à nouveau une tendance baissière, jusqu'à ce que la politique vaccinale, ou le début de la politique vaccinale, déploie ses effets. La politique vaccinale était une politique sur l'adhésion. Il y a eu un débat sur la vaccination obligatoire, et l'on voit qu'au moment de ce débat, qui était donc au cours du mois d'octobre-novembre, les Français ne voulaient pas se faire vacciner. Ils étaient 40% à peu près à vouloir se faire vacciner. Qu'à partir du moment où la campagne vaccinatoire est déployée, et que l'on sait que la vaccination ne sera pas obligatoire, là, la courbe monte pour atteindre presque 60%. Le graphique s'arrête au mois de janvier. Il est possible que s'il devait y avoir de nouveaux chiffres aujourd'hui, avec les difficultés dans la gestion de cette campagne vaccinatoire, la courbe baisse à nouveau. On a donc plus qu'une adhésion recherchée, une adhésion surtout espérée. Et le gouvernement a oscillé entre contrainte et confiance. Ce qui est simple, en réalité, c'est que la contrainte peut se décréter et s'imposer. Mais la confiance, elle, ne se décrète pas. Elle s'inspire. Il faut des mesures pour inspirer confiance. Et cette confiance inspirée et l'adhésion est recherchée par le jeu des contre-pouvoirs, par le débat démocratique, et tout cela est nécessaire et a été mis à mal pendant cette crise. Des restrictions aux libertés sont évidemment nécessaires, surtout en période de crise. Mais pour qu'elles soient acceptables, elles doivent être toujours strictement proportionnées et dûment justifiées.